Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le président camerounais Paul Biya salue le courage des ex-otages. Libérés ce samedi, ils ont été reçus à Yaoundé par le chef de l'État qui a promis l'éradication totale du groupe Boko Haram. Interpellation de Marc Ravalomanana, Madagascar. L'ancien chef de l'État est rentré de son exil dans la nuit de dimanche à lundi. Condamné par contumace aux travaux forcés à perpétuité, l'ancien président a été arrêté ce lundi. L'ouverture ce lundi au Maroc du Forum pour le développement en Afrique. Plusieurs chefs d'État ont fait le déplacement à Marrakech. Thématique abordée, les modes de financement innovants pour la transformation de l'Afrique. Après plus de 76 jours de détention, les 27 ex-otages libérés ce samedi au Cameroun ont été reçus à Yaoundé par le président de la République, Paul Biya. Parmi eux se trouvent des travailleurs chinois et des Camerounais, dont l'épouse du vice-premier ministre Amadou Ali. Paul Biya a promis l'éradication totale du groupe nigérian Boko Haram, soupçonné d'être à l'origine de la capture. Les détails avec notre correspondant Narcisse Doumbé. Joie et émotion étaient perceptibles ce lundi au Palais de l'Unité au cours de la rencontre entre le chef de l'État camerounais Paul Biya et les 27 ex-otages. Malgré quelques signes de fatigue, les 10 Chinois et 17 Camerounais libérés samedi dernier par Boko Haram sont en bonne santé. Parmi eux, l'épouse du vice-premier ministre Amadou Ali, le lamido de Kolofata, son épouse et 6 de leurs enfants. Cependant, aucune information fiable n'est disponible en ce qui concerne les conditions de leur mise en liberté, même si certaines sources parlent d'un gros échange de prisonniers. Selon le président Paul Biya, principal artisan de cette libération, cette opération doit en partie son succès à la collaboration entre l'armée et les populations. Nous devons ce bon résultat également à l'engagement des populations du Cameroun, que ce soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, je dirais même plus. Les populations de l'extrême nord qui vivent le calvaire tous les jours, mais qui apportent aux forces de l'ordre un concours que nous apprécions. La détention de ces 27 personnes dans le nord-est du Nigeria a duré plus de 2 mois dans des conditions difficiles. Nous étions à même le sol. Et ça, je vous dis, tout votre séjour? Pendant tout notre séjour, nous étions sur des espèces de bâches en plastique. Et c'était ça qu'on avait comme matelas et je vous assure, c'est pas évident. Tous les 17 ou avec les Chinois? Tous les 17, les Chinois, on ne les voyait pas. Je dois vous dire que les 17, d'abord, les femmes et les enfants ont été séparés des hommes. Ça, c'est déjà un premier traumatisme. Surtout que moi, c'était ma famille et je n'avais aucune nouvelle de cette famille. Et les hommes qui restions, nous étions 8, on nous a séparés en 2 groupes. Et les Chinois, nous ne savions même pas où ils étaient. Nous les avons seulement revus la dernière semaine de notre libération. Avec la libération de ces 27 Chinois et Camerounais, la secte islamiste Boko Haram ne détient plus aucun otage enlevé en terre camerounaise. Sur le terrain, les combats se poursuivent et s'intensifient. Selon certains médias locaux, l'armée camerounaise a appréhendé ce lundi 4 islamistes infiltrés et un 5e a été abattu. À Madagascar, l'ancien chef de l'État Marc Ravalomanana a été interpellé par les forces de l'ordre. Après plusieurs années d'exil passé en Afrique du Sud, il était rentré dans la nuit de dimanche à lundi. En 2010, l'ancien président avait été condamné à 3 fois par contumace aux travaux forcés à perpétuité pour la mort d'une trentaine de partisans d'André Rajoelina. Le résumé de la situation avec Ibra Khadine Diaye. L'ancien président de la République, Marc Ravalomanana, est de retour sur la Grande Île dans la nuit de dimanche à lundi, après 5 ans d'exil en Afrique du Sud. Il avait prévu de tenir une conférence de presse devant son domicile, mais il a été aussitôt arrêté ce lundi matin par les forces de l'ordre. Après son éviction du pouvoir, Ravalomanana est parti en exil en Afrique australe. Et il est resté pratiquement près de 5 ans d'exil en Afrique du Sud. Il a tenté plusieurs fois de revenir, mais il en a été empêché parce que, effectivement, tant que André Rajoelina était au pouvoir, il y avait ce risque d'affrontement et de confrontation. Maintenant que Madagascar sort de ces années de crise avec un nouveau président élu au suffrage universel, Rajoelina, donc le climat politique à Madagascar est en train de se stabiliser. Et donc il n'y avait plus de raison pour que Ravalomanana reste en exil
en Afrique australe. Après les élections de décembre 2013, l'ancien président Marc Ravaloman avait annoncé en juillet 2014 qu'il était prêt à comparaître devant une cour malgache pour répondre des accusations portées contre lui. Son retour, aujourd'hui, le place face justement à ses responsabilités devant la justice. Quand on sait que par le passé, ses gardes avaient tué, je pense, une trentaine de personnes de son opposant de l'époque, André Rajouel, et que donc il doit répondre devant la justice puisqu'il avait été condamné par contumace et que donc il doit exécuter sa peine. Destitué en mars 2009, l'ancien chef de l'État, Marc Ravaloman, a été condamné par contumace aux travaux forcés à perpétuité pour la mort d'une trentaine de partisans d'André Rajouel. En Guinée équatoriale, certains partis politiques de l'opposition ont rejoint ce vendredi la CPDS, la Convergence pour la démocratie sociale, une coalition de partis d'opposition. Objectif, obtenir un dialogue politique avec le président de la République, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Un dialogue politique que le gouvernement prévoit d'intensifier dès le mois de novembre. Explication avec notre correspondant sur place, Léopoldo Enemé. L'opposition équato-guinéenne appelle à un dialogue avec le chef de l'État Teodoro Obiang Nguema Mbasogo et les partis politiques. Un appel lancé ce vendredi par André Sessonondo, le secrétaire général de la CPDS, la Convergence pour la démocratie sociale. André Sessono avait rencontré le chef de l'État équato-guinéen en avril 2014 et s'était accordé sur la nécessité de mettre en place un dialogue qui, selon Andrés, le gouvernement veut silencier. La rencontre d'aujourd'hui vise à faire savoir à la population que l'idée d'une table de dialogue existe et que nous voulons également que l'opinion publique internationale sache où en est ce dialogue, quelles sont les stratégies que le gouvernement est en train de faire. Il s'agit par ailleurs de dénoncer ce que font la CPDS et les autres partis qui ont signé le manifeste de Madrid contre les manœuvres du gouvernement sur le thème de table de négociation. Le manifeste de Madrid dont parle André Sessono est un document signé par l'opposition dans la capitale espagnole le 22 mars dernier sur l'impulsion de la CPDS. Dans ce document, les partis politiques et les mouvements signataires en expriment leur adhésion pour un dialogue. Des discussions dans lesquelles seront abordés les principaux problèmes du pays, une étape primordiale selon la CPDS. Il s'agit d'une première étape. Nous allons maintenant faire une tâche intensive d'information et de sensibilisation de la population. Pas seulement pour que les gens sachent qu'il y a besoin d'un dialogue, mais aussi que les populations prennent partie à ce dialogue. C'est la chose la plus importante dont notre pays a besoin en ce moment. L'opposition équato-guinéenne est de plus en plus mobilisée pour un dialogue avec le pouvoir. Des discussions que les autorités ont acceptées et prévues pour novembre 2014, ce qui pourrait faire des remous récites dans le contenu des discussions. L'opposition exige la promulgation d'une loi de réconciliation nationale, une législation claire qui régisse le fonctionnement des partis politiques en Guinée équatoriale et l'accès équitable aux médias d'État. Des débats que le CPD souhaite en présence d'observateurs internationaux. Le Forum pour le développement en Afrique s'est ouvert ce lundi à Marrakech, au Maroc. C'est la première fois que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique organise cet événement en dehors de son siège d'Addis Abeba en Éthiopie. Les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et sénégalais Macky Sall ont fait le déplacement pour participer à ce forum. La thématique de cette édition réunit les modes de financement innovants pour la transformation de l'Afrique. Plus de détails avec notre envoyée spéciale Marie-Angèle Touré. Je me trouve actuellement dans la salle plénière du centre de conférence où a lieu cette 9e édition du Forum pour le développement de l'Afrique. C'est une première à Marrakech, ici au Maroc. Pour rappel, il a pour thème des modes de financement innovants pour la transformation de l'Afrique, car le continent africain, effectivement, en a besoin. Et il se tiendra jusqu'au 16 octobre. Il a débuté ce lundi. Alors, les participants viennent des 4 coins du continent africain, il faut le spécifier. Ils vont débattre et donner leur point de vue sur des thèmes cruciaux que je vais vous citer d'ailleurs. La mobilisation des ressources nationales, les flux financiers illicites, les capitaux privés, les nouveaux types de partenariats. En Afrique, on en rencontre beaucoup, notamment avec l'Asie ou avec l'Amérique latine. Ils vont aussi évoquer des questions de développement et de financement contre le changement climatique, car le continent africain est effectivement victime des changements climatiques, sans pour autant en être l'auteur. Des débats de précision qui seront très ciblés et approfondis sur ces questions qui sont relatives donc aux questions de financement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.